Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Quel avenir pour l'engraissement dans la région Grand Est? On va aborder ce débat avec Patrick Bastien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la commission agriculture et forêt de la région Grand Est. Merci d'être avec nous. Emmanuel Bernard, bonjour. Bonjour. Vous venez de la Nièvre, vous êtes éleveur là-bas, vous êtes président de la section bovine d'Interbev. C'est ça. Et juste à ma gauche, donc, Xavier Leron, bonjour. Bonjour. Vous êtes président Interbev Grand Est et aussi président de la Chambre d'agriculture de Moselle. Alors, pour l'engraissement dans la région Grand Est, mais de façon plus large, la situation n'est pas bonne du tout. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'expliquer, de faire la pédago, à la fois sur le plan donc, de ce qui est conjoncturel, de ce qui est structurel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui il y a tant d'inquiétudes donc, dans ce secteur d'activité? Emmanuel. Alors, d'abord, je pense que dans la région Grand Est engraisse depuis très longtemps et s'inscrit dans une démarche qui, au niveau national, fait qu'on fait naître des animaux plutôt dans des régions montagneuses, voire de piémont, et puis on a tendance au départ à engraisser dans des régions où on a plutôt des produits issus, des fois des productions végétales, des drèches, des issus de betteraves, de choses comme ça. Donc ça, on sait qu'historiquement on avait ça et ça a été développé dans l'Est, dans l'Ouest de la France. On a des bassins de production de viande comme ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire une consommation qui évolue, on y reviendra certainement, et puis des coûts de production qui ont augmenté et avec une filière qui n'a pas su rémunérer les éleveurs au regard de ces coûts de production qui évoluaient. Donc c'est tous ces éléments-là aujourd'hui qui font qu'on est un peu à la croisée des chemins. On doit répondre aux attentes du consommateur et dans le même temps, on doit permettre aux producteurs de vivre de leur métier. Et donc c'est à ça qu'il faut répondre dans les mois, dans les années qui viennent. De façon structurelle, on a une filière, on va dire une voie femelle pour les bovins qui fonctionne à peu près. Par contre, une voie mâle où là, on a un gros problème. Lequel ? Alors, sur la voie mâle, on a deux problèmes qu'on identifie vraiment. C'est-à-dire qu'on a un problème structurel parce que le mâle est en partie consommé en France quand même, hein, et notamment dans la région, mais beaucoup exporté. Et on a vu que sur l'Europe, on a des pays émergents, notamment la Pologne qui est arrivée pour aller fournir des animaux, évidemment à des coûts de production tout à fait différents. Et donc on a depuis plusieurs années, on sent qu'on est concurrencé sur des débouchés historiques qu'on avait. Donc il faut chercher d'autres débouchés à l'export. Et puis on a eu la crise sanitaire qu'on connaît tous et qui là a fait fermer les restaurants. Et là, notamment 2-3 chaînes de restauration commerciale qui écoulaient ces animaux-là de façon continue sur la France. Et là, on s'est retrouvé avec un surstock qui pèse depuis le mois de mars sur les cotations. Donc effectivement, il y a eu un problème Covid, mais ce n'est qu'une partie du problème. Jusqu'à présent, on exportait vers l'Italie, on avait des fois quelques opportunités en Turquie notamment, mais globalement, on sait qu'aujourd'hui, cette porte, elle est en train de se fermer. Oui, sur la Turquie, elle a été fermée. Allez-y. Oui, je pense que vous l'avez bien dit, vous l'avez bien exprimé, qu'au niveau de l'exportation, c'est de plus en plus difficile parce que tout simplement, il y a des nouveaux pays qui arrivent. Hein. On a cité la Pologne et qui, pour différentes raisons, va produire un peu moins cher qu'au niveau de notre pays. Ça, c'est la première chose. Après, n'oublions quand même pas que vous l'avez bien exprimé, qu'au niveau de la région Grand Est, on avait toujours cette chance d'avoir beaucoup de sous-produits, aussi bien au niveau pulpe qu'au niveau trèche, ce qui fait qu'on est une grande région d'engraissement. Et après, il y a cette image un peu négative depuis un certain nombre d'années par rapport à la viande des jeunes bovins, que je regrette parce que voilà, la viande des jeunes bovins, c'est une bonne viande. Voilà, il faut savoir la cuisiner comme tous les autres. Mais cette image un peu négative pour dire que voilà, la femelle, c'est mieux, etc. Et donc finalement, les consommateurs se tournent vers ça. Et n'oublions quand même pas qu'au niveau de nos ménages, on fait de moins en moins la cuisine à la maison. Et donc, quand on sort de temps en temps dans un restaurant, on se fait plaisir avec un très bon morceau. Mais ça ne se suffit pas. Il y a l'équilibre des quartiers, il faut le trouver, les quartiers avant, les quartiers arrière, tout doit être vendu. Donc ça aussi, l'évolution des consommateurs
l'évolution, bien sûr, des consommateurs par rapport, voilà, là où on mange, mais aussi l'évolution parce que n'oublions quand même pas que dans ce pays, la viande rouge, ça a quand même un certain prix, vous l'avez dit, au niveau des consommateurs. La viande blanche, elle est un peu moins chère. Donc, un certain nombre de ménages sont détournés vers la viande blanche, qui fait que la consommation, alors les habitants ont augmenté, mais la consommation a baissé. Voilà, je pense que ça, il faut quand même le dire à un moment donné pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, toujours dans cette partie constat, peut-être quelques chiffres. Il nous manque combien par rapport au coût de production, au kilo, et puis on a combien de jeunes bovins qu'il faudrait, en stock, qu'il faudrait dégager, entre guillemets? Alors au niveau national, on aurait entre 14 000 jeunes bovins. On a 14 000 jeunes bovins au niveau national en surstock. Sur la région Grand Est, c'est à peu près 2 000 animaux qu'on a de trop. Sur le coût, le manque à gagner, on est aux alentours de un petit euro, 1 euro qui manque au producteur et c'est le revenu, c'est bien plus que le revenu du producteur. Pour compléter ce que dit Patrick, aujourd'hui, on doit mettre en production des choses qu'on a vendues. Sur le marché intérieur, c'est possible. Sur le marché extérieur, Italie, Grèce et Allemagne, c'est plus compliqué. Pour autant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne doit pas opposer les viandes. Certainement pas. Elles ont une destination pour tout le monde. Tous les Français ne sont pas au même pied d'égalité. Et de cette façon, on doit pouvoir fournir de la viande de qualité à tous. Et le jeune bovin est une solution. N'oublions pas aussi que le jeune bovin est une solution pour la restauration hors domicile RHD, mais aussi restauration domicile commerciale. On doit pouvoir en glisser un peu partout. Et ce problème de contractualisation, il faut l'aborder. Pourquoi on parle de la voie femelle? La voie femelle, on essaie de trouver la solution à travers la contractualisation. Et la solution, c'est la même. Alors oui, il y a toute une partie qu'on ne pourra pas contractualiser, mais si une partie peut être contractualisée et mise en production, on sécurise le producteur. Il faut quand même penser à ça, que demain, le gars qui se lève tous les matins, il sait qu'une part de la production est sécurisée. Et ça change la vie quand même. On rentre dans la partie solution. On a donc ces jeunes bovins, effectivement, qu'il faut peut-être ponctuellement et conjoncturellement dégager, entre guillemets, mais il faut s'adapter. C'est-à-dire que si on a un changement de contexte, il faut soit moins produire et s'habituer à moins produire, soit contractualiser pour trouver de nouveaux débouchés, soit valoriser en allant chercher, pourquoi pas, de la labellisation. Alors voyons déjà des mesures vraiment à court terme là. Ces jeunes bovins qu'on a en trop, on surstocke, on en fait quoi? Si la solution était simple, elle serait trouvée. Il est clair que quand on regarde objectivement les chiffres, d'abord c'est un surstock qui a été créé par un événement particulier. Et quand on regarde les chiffres, il peut même s'arrêter tout seul par les naissances qui 18 mois avant avaient baissé, puisque en gros, si on continue d'abattre le même nombre d'animaux et si dans les mêmes classes d'âge on en a un petit peu moins, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que de toute façon, quel que soit on dit du retrait, tout ça, il faut trouver une destination. Il ne s'agit pas d'aller le mettre dans un pays pour lequel, par exemple, il pourrait nous le renvoyer. Donc il y a toute une gymnastique quand même importante. Et là, je pense que ce que disait Xavier, c'est important. Aujourd'hui, un producteur, quelque produit qu'il fasse, il faut qu'il s'inscrive dans un marché. C'est ça. Alors, quand conjoncturellement, on a un surstock, effectivement, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et personne n'y est pour rien d'avoir créé ça. Par contre, quand on parlait un peu plus structurellement, il faut qu'on ait tous à l'idée, et c'est facile à dire ici, c'est plus compliqué à faire quand on est sur nos exploitations, mais il faut qu'on s'inscrive dans des démarches de répondre à des marchés. Donc, c'est quoi ces marchés qu'il faut trouver? Ils sont où? Sur le mâle, il a été dit, on peut regagner des parts de marché à l'intérieur de France. Aujourd'hui, je le dis souvent, hein, on importe du prix, on exporte de la qualité. C'est comme ça que ça se passe. En France, on a cette notoriété. Et donc, celui qui veut payer moins cher, il va chercher de la viande ailleurs. Après, il prend ses risques. Et quand on vend, nous, à l'extérieur, c'est parce que c'est la qualité française. Donc, premièrement, regagner quelques parts de marché en interne. Deuxièmement, regarder le positionnement sur les produits, les pays historiques
type Italie, qui est un partenaire, si on n'a vraiment pas intérêt à identifier notre produit, en Allemagne, on a une marque qui s'appelle Charolux qui marche très bien. Donc il faut réfléchir à ça. Et il faut qu'on identifie notre produit à l'étranger. Et ensuite, on a tout le développement de l'Asie. Et là, pour le coup, il ne s'agit pas d'aller mettre des dizaines de milliers de tonnes comme ça sur un pays qui... Mais aujourd'hui, la Chine, à elle toute seule, importe près de 2 millions de tonnes de viande. Est-ce qu'on ne peut pas mettre 10, 15, 20 000 tonnes de viande sur la Chine? Sachant que ce sont des viandes qui doivent avoir un âge de l'animal de moins de 30 mois. Donc ça correspond quand même un peu à tout ça. Donc voilà, les enjeux, ils sont là sur les perspectives. On va segmenter, partir à la conquête, à la reconquête du marché intérieur. Est-ce que les hôpitaux, les collèges, les collectivités, est-ce qu'on ne pourrait pas donner plutôt du marché que des aides pour essayer d'enlever ce surstock? Il faut s'adresser aux responsables politiques. Au conseil régional directement. Je partage absolument votre analyse. Alors la première chose, vous l'avez dit, sur le conjoncturel, il y a quelques animaux en trop aujourd'hui. Il faut trouver une solution rapide. C'est ce que demandent les éleveurs, c'est ce que demandent les organisations agricoles. Je pense, ça a été dit, avec tout le plan de relance, avec tout ce que met en place l'État et nous au niveau collectivité, il faut qu'on trouve une solution ensemble pour enlever ces 2-3 000 euros sur animaux sur le Grand Est, les 10 000 au niveau national, mais je pense que tout le monde y travaille. Après, vous avez dit aussi, on a un magnifique marché à développer, et surtout par rapport à ça, qu'on a la restauration hors domicile. C'est vrai, au niveau de la région, on a fait une belle proposition pour la production ovine à un moment donné, autour de Pâques, pour dire, OK, voilà, on abat, et nous, on est prêt à mettre quelques euros pour que cette viande puisse être consommée. Et là, vous avez raison. Et je pense que le moment est venu, il y a des moments dans la vie, le moment est venu que le consommateur français, si le Covid a beaucoup de négatifs, mais aussi peut-être des choses positives d'ici quelques temps qu'on verra, le consommer local. Parce que tout le monde le dit, vous avez raison, dans ce pays, on fait quand même une alimentation saine, magnifique, une production exemplaire. Je pense que consommer français, consommer local, on a maintenant même les grandes surfaces, les abatteurs, tout le monde est en train de jouer le jeu. Mais c'est à nous maintenant de donner ce déclic pour le mettre en place, qui n'est vraiment pas facile à travers les marchés publics. Mais tout le monde y travaille, je pense. C'est une solution par rapport aux jeunes bovins, par rapport à l'avenir de l'engraissement. Xavier Leron. Alors, c'est une partie de la solution, bien entendu. Et c'est de la souveraineté alimentaire, tout simplement. Tout simplement. Manu disait tout à l'heure, il faut aller chercher des marchés. Le marché de la RHD, il est connu, il est à nos portes. On sait d'où vient la viande, on sait ce qu'il faut produire, on sait le coût à quel il faut le faire. Il faut qu'on tape dans la main et qu'on se mette d'accord. Déjà, ça serait un premier pas. Ça ne solutionnera pas tout, mais c'est une solution. Et une solution qui est proche de nous, et une solution qui n'est pas forcément très coûteuse. Pas très coûteuse. Certainement quelques cents en plus, mais je pense que vis-à-vis du consommateur et du contribuable, je peux vous assurer. Et puis le dernier, parce qu'il faut mettre un petit peu d'environnement dans tout ça, parce que n'oublions pas que chaque fois qu'on produit quelque chose, on fait de l'environnement. Donc à chaque fois qu'on fera consommer un animal tué dans notre secteur, abattu et consommé local, l'environnement, il en prend un coup, et un bon coup. Juste pour continuer sur ce mouvement-là, ce que demande l'interprofession notamment, c'est un observatoire de la consommation de la restauration hors foyer. Aujourd'hui, on a plein d'indicateurs sur des panels consommateurs au niveau de ce qui se passe dans la grande distribution. On connaît la boucherie, son approvisionnement, c'est des bouchers. On connaît tous ces éléments-là. L'achat des ménages, on le connaît. Il nous faut aujourd'hui, au niveau national, décliné en région, un observatoire de toute cette restauration, et commerciale et administrative, pour que justement on puisse mesurer ces parts de marché que l'on gagne ou que l'on perd. Alors, un des outils essentiels pour aller justement reconquérir ces marchés, c'est la contractualisation aussi. Encore faut-il que vous ayez une filière qui soit unie. Est-ce le cas ? Alors, le mot unité est toujours compliqué, puisqu'on met autour d'une filière des gens qui sont concurrents. Non, mais je veux dire, moi je suis dans une interprofession où vous mettez la distribution, l'abattage, la mise en marché, les négociants, les éleveurs, et il faut qu'on trouve un consensus autour de tout ça. Et là, la contractualisation, ça veut dire comme dans les EGA, on l'a mis, c'est qu'en gros, le producteur, j'ai dit, il faut qu'il identifie effectivement ce que la demande peut être, et derrière ça, il y met ses coûts de production et il avance à la marche avant.
C'est-à-dire qu'on se dit, on est capable de discuter avec les abatteurs et avec la distribution. Alors, on ne va pas imposer à la distribution ce qu'elle doit acheter et forcément à quel prix, mais en tout cas, l'intégration des coûts de production aujourd'hui est obligatoire dans les contrats. C'est important. Et après, on ne va pas aller en l'envers du marché. Mais on est sur le contrat nouveau. C'est quelque chose qui aujourd'hui est inscrit dans la loi et très clair pour nous, pour avancer et pour discuter avec tous les autres acteurs de la filière. Parce que tout le monde doit jouer le jeu, parce que si on déshabille le côté voie femelle en déstabilisant, en développant la voie mâle, on n'a rien gagné. Hein. Oui, mais ça c'est sûr. Enfin, je pense que tous les producteurs le sont. Juste un les élément. Producteurs, les abatteurs le savent. Non, mais la voie mâle, c'est 20% de l'abattage en France. Hein. C'est pas rien et c'est important. Il faut le conserver. Mais je pense qu'il est clair, et ça, il y a une chose importante, c'est que sur la voie femelle, on a décliné avec une labellisation. Si on parle de contractualisation pour aller développer la voie mâle sur la France, hein, marché intérieur, Xavier le disait, enfin, voilà, et regagner des parts de marché sur la restauration, elle se fera avec un contrat qui intégrera les mêmes choses. En gros, aujourd'hui, on peut se le dire comme on veut, pour produire 1 kg de viande de bœuf de nos élevages race à viande, que ce soit un mâle ou une femelle, il n'y a pas énormément d'écart en coût de production. Donc on ne peut pas jouer sur les deux tableaux en disant je vais mettre du mâle, comme ça je vais payer moins cher. Ça ne marche pas. De façon conjoncturelle, est-ce que les producteurs doivent accepter l'idée de lever le pied sur la production de façon momentanée? Ça, c'est dangereux. C'est super dangereux. Parce que les outils qu'on perd, à un moment donné, on ne les regagnera pas. Donc, moi, je pense que le secteur agricole a toujours su s'en sortir et faire de rond. On va trouver des solutions. Il faut qu'on les trouve. Collectivement, il faut qu'on les trouve. Mais si on abandonne une partie de nos places ou de notre production, c'est une partie de l'économie qui s'arrête. C'est une partie économique importante. Et aujourd'hui, quand j'entends notre président de la République qui cause, tous les secteurs de l'économie sont importants. Donc, faisons attention de ne pas trop tirer à boulet rouge sur une partie, trouver des solutions collectives plutôt que de dire un arrêt ferme et définitif. Je pense qu'il faut mesurer tout ce qu'on fait. Sur le plan environnemental, je pense qu'on sous-estime un peu les enjeux. C'est-à-dire que l'élevage en France, il a une vraie caractéristique, c'est lui qui a façonné les paysages de toute la France. Voilà, on va se battre sur une race, sur un territoire, et c'est bien qu'on soit un peu franchouillard, mais en tout cas, la France, elle est basée là-dessus. Imaginons un instant, et on le sait, que l'élevage recule, on le voit avec l'élevage ovin, c'est l'ouverture du paysage qui recule, quoi. Donc, au niveau environnemental, dans d'autres zones, c'est du retournement de prairies. Au niveau environnemental, encore une autre conséquence. Donc, je pense qu'il ne faut pas imaginer uniquement la question de l'économique, qui nous concerne directement, nous, et beaucoup de salariés derrière quand même, mais tout le reste, le développement durable, l'élevage y contribue beaucoup, quoi. La solution, c'est la qualité. Et la qualité, il faut des labels. Et aujourd'hui, quand je regarde dans le salon ou ailleurs, j'en vois une multitude de nouveaux. On va le perdre, le consommateur, dans une jungle de labels. Primerbe, ici, qui va être lancé. On a le label rouge, enfin, on a plein de labels. Alors, attendez. On ne se mélange pas. Il y a le label rouge, qui est le signe officiel. Après, et c'est ce qu'on a choisi en Grand Est, c'est de développer le label en y ajoutant nos démarches de proximité. Parce qu'aujourd'hui, le label, c'est la qualité. Et la proximité, c'est ce que veut le consommateur. Donc, on jouxte les deux et on répond au consommateur. Primerbe, c'est des démarches qui sont commerciales, de grandes anciennes, moi ça me va bien, elles sont contractualisées comme le label. Donc il n'y a pas de sujet, le débat est pas important. Ce qui est important, c'est que le label et le primerbe, c'est deux consommateurs qui sont différents et complémentaires. Donc un plutôt pour tout ce qui est linéaire, l'autre pour la boucherie traditionnelle en grande partie. Donc voilà, et c'est ça notre intérêt. Et nous, ce qu'on va essayer de construire dans la filière, c'est de contractualiser des choses qui sont complémentaires. Il y a un truc qu'il faut faire très attention. Tous les éleveurs n'auront pas 100% de leurs animaux contractualisés. Si quelqu'un fait naître 100 animaux par an, bah, il aura une partie de ses femelles contractualisées, parce qu'il y a des vaches qui ne vont pas y être et il ne faut pas. Ça discrédite le label. Il y a une partie des mâles qui vont y être et il y a une partie des jeunes femelles qui vont y être. Si vous arrivez à faire ça, à contractualiser sur ces trois
mode de production, je peux vous assurer que, vous étiez avec nous tout à l'heure, l'agriculteur et l'éleveur aura un petit peu plus la banane. Peut-être, Un avis mais partagé néanmoins ou Xavier reconnaît ce quand même. Alors, on parle entre gens connaisseurs, entre techniciens de l'élevage, mais au niveau consommateur, la segmentation du marché est quand même un peu compliquée. Il faut quand même le reconnaître. Et quand on regarde les pays autour de nous, et tu le sais mieux que moi, et des fois, parce qu'on a quand même une partie non négligeable qu'on va vers l'export. Et pour aller vers l'export, il faut avoir des communications simples, claires, nettes et précises. Alors c'est magnifique. Hein, le pays des 27 fromages, je ne sais pas combien de labels et tout ce qu'on a. 330 fromages. Voilà, super, magnifique. Ça, c'est bien pour le connaisseur. Mais je le vois dans une production beaucoup plus simple. Je fais de la pomme chez moi à la maison. Quand les gens viennent, même du village, je dis, vous voulez quoi? Alors, ils connaissent 3 pommes. La verte, la granite, la jaune, la golden et une rouge. Et ça s'arrête là. Et quand je leur explique tous les noms, toutes les nouvelles variétés, non mais attendez Patrick, voilà, trouve-moi quelque chose. Et je pense que tu as raison pour la segmentation, ok. Mais j'ai l'impression qu'on est allé un peu loin et que chacun essaye de tirer, voilà. Si on veut aller, si on veut surtout pas, et tu as raison, diminuer la production parce que c'est trop dangereux si on met des systèmes d'arrêt en place, mais il faut quand même s'adapter. Donc sur la segmentation, je dirais qu'on arrive un peu au bout du système pour que le consommateur puisse le comprendre. Et sur l'autre point, sur la RHD, tu as tout à fait raison, mais là, entre nous, il faut qu'on soit un peu plus courageux. On a le problème des marchés publics. Là, on n'est pas bon, il faut le reconnaître, il faut voir. Et puis après, entre nous, il faut qu'on se le dise. Difficile à le faire passer dans le message, surtout au niveau politique. Il faut que le repas, dans les restaurations hors domicile, on retrouve un peu un coût, parce que des repas à 1,20 €, etc. Sincèrement, si on veut de la viande de qualité, si on veut manger français, si aujourd'hui le ménage ne met que 14% dans l'alimentation, ça ne peut pas marcher. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire aux consommateurs. Et à l'hôpital, 1% des frais Voilà. d'un hôpital uniquement consacrés à l'alimentation. Enfin, on est vraiment dans des... Oui. Et sur le retour de valeur chez l'éleveur, même à 1,20 €, aujourd'hui on sait que sur 100 € dépensés par un consommateur, il n'y a que 6,50 € qui revient au producteur. Hein. C'est ça les chiffres. Donc il faut vraiment qu'il y ait plus de valeur qui revienne. Et pour que les choses soient bien claires, sur l'export, on ne va pas aller vendre des signes de qualité trop compliqués. Je partage complètement. On a une marque pays tiers qui s'appelle French Beef. Voilà. Alors c'est un anglicisme, voilà. Mais les communicants nous ont expliqué qu'il fallait y aller avec des choses très simples. Donc c'est French Beef. Ensuite, on a une marque spécifique en Allemagne qui s'appelle Charolux. Eh bien tant mieux. Elle marche depuis 25 ans, 30 ans, c'est très bien. La France, on a fait un choix dans le plan de filière, c'est le label. Et quand je dis le label, ça veut dire que demain, il faut qu'on ait le réflexe et qu'il faut qu'on arrive à comprendre que l'agriculture biologique, par exemple, elle est arrivée à s'inscrire dans un schéma d'identification avec le petit logo AB. Et aujourd'hui, quand on va au restaurant, qu'on boit une bouteille de vin, on a le petit logo AB. On va dans la grande distribution, finalement, quand on est dans le rayon bio, il y a plein de plastique, il y a plein d'incohérences, il y a plein de choses. Enfin voilà. Sauf qu'il y a le petit logo AB. Et on va chez un petit producteur, il y a le logo AB. Et on se retrouve tous autour de ça. Et quand Xavier parlait du fait que voilà, les régions, elles allaient avancer avec des particularités de race, de choses comme ça, il faut qu'on ait quand même à l'esprit que notre étendard, demain, il faut que ce soit le label. Et ça veut dire que dans les rayons de la grande distribution, on retrouve du label. Dans la carte du restaurant, et on est en train de travailler avec des restaurateurs pour faire en sorte qu'on ait la référence label, parce que le consommateur qui va manger une entrecôte, un bourguignon quelque part, et qui va avoir vu que c'était du label, et qui va faire ses courses dans un rayon, finalement, il va se dire, et ça c'est quelque chose qu'on veut institutionnaliser. Alors juste, en plus, vraiment, je pense qu'on est dans un moment très particulier d'attaque généralisée sur notre métier, sur alors nos métiers d'ailleurs, hein, tout le monde, et que là, on a des hurluberlus qui sont anti-élevage et tout ça. Ceux-là, ils ont fait perdre 0 part de marché à personne d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même pas très écoutés. Malheureusement, ils sont écoutés par quelques minorités, et surtout, ils font beaucoup de dégâts psychologiques. Par contre, on a des milliardaires du numérique qui aujourd'hui ont décidé d'aller faire de la viande de synthèse leur cheval de bataille. Et là, on est sur un débat de civilisation. Hein. Moi, je pense que ces gens-là, ils ont envie de baisser l'empreinte carbone de la viande pour pouvoir prendre l'avion.
c'est bien, c'est leur choix. Il ne faut pas être naïf quand même, parce qu'ils veulent conserver cette qualité de vie. Et à côté de ça, nous, on est en train de se dire, on va sur un dimensionnement où on monte en gamme, label, avec du bien-être animal, de la maîtrise de l'environnement, moins de rejet de CO2, et tout ça dans un contexte où on a envie que le consommateur, il ait bien compris notre objectif qui est de pas... comment je dirais, vulgariser le produit, mais au contraire, de le monter en gamme. Emmanuel, il va falloir accélérer là, parce que le label, on est à 2%, il y a la marge de progrès. C'est l'avantage. Oui, alors vous savez, au regard du producteur, c'est énorme le gap qu'il y a à passer. Ce qui est sûr, c'est que l'accord interprofessionnel étendant la chose, il a été signé par le ministre de l'Agriculture le 18 décembre 2019. Vous avez eu des discussions au Salon de l'Agriculture qui n'ont pas arrêté et vous avez une situation sanitaire qui oblige. Aujourd'hui, je peux vous dire que les grandes enseignes sont en train d'amener à l'interprofession leurs contrats avec les organismes certificateurs. C'est un changement de modèle qu'on demande, beaucoup plus pour le reste de la filière que pour les éleveurs. Aujourd'hui, vous dites 2% de production, c'est même plus aujourd'hui. Mais les éleveurs, vous avez 15 000 éleveurs qui sont qualifiés en label. Aujourd'hui, si on doit multiplier par 10 les productions de label, mais on peut le faire demain. C'est accessible, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas inaccessible. On a le produit. Donc c'est accessible et on essaie de faire un peu ce que font les Irlandais. C'est ça. Avec leur marque. Exactement ça. À l'international. Tout à fait. Bien clair. On arrive au terme de cette émission. Juste pour finir, on a vu le président de la République partir au Liban, vouloir aider. C'était pas l'occasion de mettre un peu quelques bovins dans l'aide? Oui, alors pour évidemment, on a tout de suite réagi, c'est clair. Franchement, le Liban, dans l'état qu'il est, il avait besoin de lait infantile, il avait besoin de produits pharmaceutiques, il n'avait pas forcément besoin de viande, malheureusement. Après, il y a l'aide alimentaire. Ça, c'est autre chose. Et l'aide alimentaire, c'est un sujet où c'est l'Union européenne qui gère ces enveloppes-là. Elle aide les territoires palestiniens, elle aide le Liban, elle va aider les populations réfugiées dans d'autres. Et là, franchement, je dirais une chose, c'est que moi, je ne maîtrise pas du tout ces sujets-là et c'est plus compliqué. Bon, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une nécessité d'évoluer, une nécessité de s'adapter, une nécessité de faire de la qualité. On aurait pu parler d'autres phénomènes conjoncturels comme la sécheresse, qui est un vrai problème ici dans la région, mais on a un vrai problème qui dépasse le cadre du Grand Est, et ça, on l'a bien compris. Patrick Bastien, merci beaucoup. Emmanuel Bernard, merci. Xavier Laurent, merci beaucoup. Merci. Et puis surtout, merci à vous. Merci.